Et si je vous disais qu'il existait un ETF dans lequel vous pouvez investir par exemple via DeGiro, qui vous paye un dividende tous les mois, avec un rendement de plus de 6%, et en même temps vous avez votre capital qui s'apprécie, eh bien c'est ce produit qu'on va découvrir dans cette vidéo, et je vais vous montrer les pour et les contre, parce que ça fait écho à un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne de quelqu'un qui me dit: tiens, mais est-ce que tu as déjà vu l'ETF JP Morgan Equity Premium Income? Et bah, c'est ce qu'on va voir les amis, on va voir si ce produit, derrière ce qui a l'air sympa, est un produit qui se tient, et ça va être intéressant parce que c'est un ETF qui a une stratégie complexe, et moi je peux vous expliquer les stratégies complexes, car j'ai un petit peu touché aux options, et ça va me permettre de faire un petit peu de pédagogie sur des instruments financiers qui sont assez intéressants. Avant de rentrer là-dedans, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste quelqu'un qui investit pour lui-même, donc je ne connais pas votre situation, je n'ai pas à la connaître. Les choix que je fais sont valables pour moi, au regard de ma situation, au regard de ma tolérance au risque, et vous n'avez ni la même tolérance au risque, ni la même situation, ni le même environnement fiscal, donc c'est une vidéo d'information, c'est une vidéo de divertissement, mais vous devez faire vos choix de manière souveraine. Et c'est très important de répéter ça, et à chaque fois j'essaie de vous faire des disclaimers un petit peu différents, pour que ce soit pas, vous voyez, un texte mécanique comme ça, blablabla, parce que je veux que vous compreniez que derrière ce dont on parle, il y a de vrais risques, des risques concrets de perte de votre argent. Et on l'a vu très récemment. Récemment, vous aviez des gens qui avaient commencé à investir début janvier, et ils se sont retrouvés avec moins 10%, ils paniquent, et du coup, ils revendent leur position moins cher que le prix auquel ils les avaient achetés, et ils ont perdu de l'argent. Donc on peut effectivement perdre de l'argent quand on panique, et il y a plein d'autres manières dont on peut perdre de l'argent en bourse, donc il y a des risques, soyez adultes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va se plonger dans ce produit. Première petite chose, c'est que si vous décidez d'opter sur ce produit, pour ce produit, faites gaffe à la place financière sur laquelle vous l'achetez. Et donc là, on est sur la bourse qui s'appelle XET. Et sur cette bourse, vous avez un petit peu de liquidité. Par contre, vous avez d'autres places boursières sur laquelle j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de liquidité. Donc vous voyez ici, vous l'avez ici sur la bourse de Londres, ici vous l'avez sur Tradegate. Vous voyez le volume ici 1,5K, c'est quand même moins que le volume qu'on a sur cette place boursière où là vous avez un volume de 12K. Et très concrètement, ça m'est arrivé d'avoir des problèmes de liquidité hein, sur des ETF où j'avais pas fait attention de la place boursière sur laquelle je les avais achetés, et donc ça veut dire que vous passez votre ordre, vous le mettez au prix du marché, et pourtant ça passe pas quoi. Et ensuite vous voyez que votre ordre, il y en a 5 qui sont exécutés, puis 4 qui sont exécutés, puis 10 qui sont exécutés, etc. Et donc voilà, vous pouvez avoir ces soucis de liquidité. Quand vous passez des ordres au-dessus de 10 000, il faut commencer à regarder un petit peu ces choses-là. Quand vous commencez à investir et que vous passez des ordres à 300-400 €, vous n'avez jamais de problème de liquidité, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en compte. C'est un marché, donc s'il y a personne en face de vous, vous gardez votre position, donc faites attention à la liquidité. Ça, c'est un ETF avec une liquidité moyenne à faible pour le moment, et ça se comprend parce que c'est un ETF, vous voyez, qui a été lancé en janvier de l'année dernière. Donc je le connais cet ETF parce que je l'ai vu déjà dans des portefeuilles d'investisseurs américains, donc ça fait longtemps que le produit existe, mais ça doit faire assez peu de temps que le produit est validé en Europe, et donc vous le voyez, il a une courbe intéressante, hein, parce que quand vous voyez que là il n'a fait que monter depuis qu'il a été lancé en Europe, si vous ajoutez à ça le fait qu'il a versé de beaux dividendes, on va revenir sur le dividende un peu plus tard, vous avez un produit qui peut se tenir, mais vous devez bien comprendre en quoi il consiste. Ça va être l'objet de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? C'est que vous voyez que c'est un produit là, IE, ça veut dire que c'est un produit qui est immatriculé en Irlande, et ça c'est une assez bonne nouvelle, parce que qui dit produit immatriculé en Irlande dit que vous n'avez pas de retenue à la source. Quand vous achetez une action américaine, vous avez une retenue à la source de 15%. C'est-à-dire que quand vous passez l'ordre, voilà, vous avez 15% qui sont prélevés. Aux Pays-Bas, ça doit être pareil, parce que vous avez certains ETF qui sont aux Pays-Bas. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sorti des ETF de Vanek, qui vous prennent comme ça 15% au départ. Et pourquoi c'est un peu embêtant? Parce que derrière, la France vous prend 30% si vous êtes en France. Et si vous voulez récupérer les 15%, vous devez faire la démarche. Parce que eux, ils se servent à la base. Et ensuite, c'est vous qui devez récupérer les 15% pour pas être imposé à 45% sur vos dividendes. Donc, vous voyez le délire.
dire, alors que là, quand c'est en Irlande, quand c'est immatriculé en Irlande, ça veut dire que vous n'avez pas le prélèvement du dividende à la source, donc ça c'est pas mal, surtout si au bout d'un moment vous décidez de changer de résidence fiscale et d'aller dans un pays où vous payez pas de taxes sur les dividendes, ça veut dire que vos dividendes sont effectivement taxés à 0% net, donc c'est, voilà, gardez à l'esprit que Irlande, c'est quand même pas mal d'avoir des ETF qui sont immatriculés en Irlande pour éviter de se faire manger comme ça, dès que le dividende arrive, une part du gâteau. Si vous restez en France, évidemment, vous devez déclarer les dividendes et vous payez 30% de flat tax dessus derrière, mais vous n'êtes pas marié avec votre pays de résidence fiscale, et donc voilà, c'est quand même quelque chose à prendre également en compte. Une fois qu'on a dit ça, on va regarder en quoi consiste plus précisément ce produit. Donc quelques faits, donc là vous voyez comment il a performé depuis le lancement, vous voyez que les dividendes sont bien détachés tous les mois, comme ça gling 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 gling, et vous voyez qu'on a un rendement de, de près de 7%, hein. Un rendement de près de 7%, donc c'est quand même assez sympa, et on va regarder maintenant en quoi consiste ce produit, parce que vous allez voir que c'est un produit avec une stratégie qui est particulière. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous voyez, vous pouvez toujours télécharger le produit, là c'est obligatoire en fait pour les ETF de rendre disponible un produit comme ça, donc ça s'appelle le KID, qui vous donne, je crois, ça veut dire Key Information ou quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? L'objectif de l'investissement est d'offrir un revenu et une croissance du capital sur le long terme. Le compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon dynamique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez effectivement des gens qui sont en train, peut-être tous les mois, ça dépend de leur rythme, ils vont rebalancer l'ETF, ils vont faire de nouveaux choix, ce qui est différent de quand vous avez un ETF qui est géré de façon passive, comme un ETF qui investit là dans le SP500, c'est tout à fait passif. Les mecs sont pas en train de faire des choix, l'indice suit les 500 plus grandes entreprises américaines de façon automatique, c'est des petits robots qui font ça, vous n'avez pas de décision humaine, alors que là vous devez avoir un mix d'algorithmes qui tournent et puis de personnes qui prennent des décisions. Qui dit personne qui prend une décision, dit risque de se planter. Approche d'investissement, on utilise un processus de recherche fondamentale bottom-up exclusif conçu pour identifier les actions surévaluées et sous-évaluées présentant des caractéristiques risque-rendement attrayantes afin de construire un portefeuille d'actions diversifiées et à faible volatilité. Donc approche bottom-up, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils partent des fondamentaux des boîtes. C'est-à-dire qu'ils, plutôt que de raisonner en termes de tendance et en termes de secteur, à savoir on prend le secteur, je sais pas, des semi-conducteurs parce qu'on se dit que c'est intéressant et on va mettre des actions de ce secteur-là, etc. Ou alors on se dit qu'on va rentrer dans un monde avec plus d'inflation, du coup on va sélectionner plutôt, je sais pas moi, la consommation discrétionnaire, les entreprises qui peuvent répercuter des hausses de prix parce qu'elles ont une bonne brand, etc. Donc ça, ce serait une approche top-down, une approche bottom-up, c'est on part des fondamentaux des boîtes et on sélectionne, j'imagine qu'ils font une analyse du type Discounted Cash Flow Analysis. Vous pouvez aller voir sur la page Patreon si vous voulez comprendre ce que c'est, mais c'est-à-dire qu'ils regardent ce que vaut l'entreprise aujourd'hui, ils regardent les données qu'ils ont sur combien devrait valoir l'entreprise plus tard, donc ils font des projections, et au regard de ça, ils se disent, tiens, mais sachant ce que l'entreprise vaudra plus tard, est-ce qu'aujourd'hui, on achète à un bon prix? Et donc vous avez c'est des formules qui sont un petit peu compliquées, mais j'ai bien expliqué ça sur la page Patreon, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils doivent avoir leur propre sauce secrète qui doit pas être très différente d'une analyse d'identification d'une petite anomalie de marché classique pour identifier ça. Et donc qu'est-ce que ça donne comme type d'entreprise qu'ils ont dans leur portefeuille? Je pense que c'est dans position, voilà, donc vous voyez c'est massivement aux États-Unis, un peu de Japon, un peu de France, etc. Deutsche Telekom, T-Mobile, PepsiCo, Motorola, Berkshire Hathaway, Microsoft, etc. Et donc la question que vous devez vous poser si vous suivez, c'est tiens, mais c'est bizarre, PepsiCo, le rendement c'est plutôt aux alentours de 3%, Berkshire Hathaway, il n'y a pas de dividende, Microsoft, on a un rendement qu'aux alentours de 0,8%, Walmart, ça doit être aux alentours de 2-3% maximum, peut-être que Deutsche Telekom, enfin dans ce genre de secteur, vous avez peut-être un rendement, je sais pas, aux alentours de 5%, 6% maximum. Comment ils sont capables de nous filer un rendement qui est aux alentours de dividendes, aux alentours de 7%, sachant que si on fait la moyenne des entreprises qu'il y a dans leur portefeuille, on doit être plutôt aux alentours de 3, et c'est là que va venir la petite sauce secrète, la petite stratégie que je vous développerai un peu plus tard. Alors on regarde ce qu'ils nous disent. On a un portefeuille d'actions mondiales diversifié au moyen d'options sur indices dans le but de générer un revenu par le biais de primes d'options et des dividendes sur les actions.
Donc c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus technique. Ce qu'ils vous disent, c'est que le cœur de leur stratégie, c'est ça. Si on essaie d'identifier des entreprises qui versent un dividende ou certaines qui versent pas de dividende, et notre objectif de la constitution de ce portefeuille, c'est qu'il y ait une belle appréciation du capital parce qu'on choisit les entreprises qui, selon nos critères, sont des entreprises qui sont sous-cotées par rapport au marché. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on espère qu'elles vont avoir du dividende, mais également que le capital va s'apprécier. On complète cette stratégie avec des options, avec la vente d'options sur les indices. En quoi ça consiste cette stratégie de vente de covered call sur des indices? Et donc vous avez le marché qui fait ça. Ça peut être, je sais pas, on imagine que c'est le SP500. Donc vous avez votre marché qui fait ça, il monte, il baisse, il monte, il baisse. Vous pouvez décider d'acheter un indice qui reproduit le marché, mais vous pouvez faire une autre chose, et cette autre chose, c'est de vendre une option. Qu'est-ce que ça veut dire de vendre une option? Donc là, on ne sait pas quel est l'indice, mais on imagine que ça vaut 100. Et vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez dire, je vais faire un pari. Et ce pari, qu'est-ce que c'est? C'est que je pense pas que dans un mois, le marché aura atteint 120. Voilà, c'est ça le pari que je fais, c'est que je pense pas que le marché dans un mois aura atteint 120. En face de vous, vous avez une personne qui accepte ce pari avec vous. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dire, ok, moi je prends le pari avec toi et je suis prêt à te passer, disons, 10 balles. Et ce qui va se passer, c'est que si, à ce moment futur du temps, eh bien, le marché, je sais pas moi, est à 130, eh ben moi je te l'achète à 120. Voilà, c'est ça le pari et je suis prêt à te payer pour ça. Je suis prêt à te payer pour avoir cette option, et c'est pour ça que ça s'appelle option, pour avoir cette option de te racheter 120 balles ton truc qui vaut en fait aujourd'hui 130 balles. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez plusieurs scénarios. Vous avez un scénario 1 où le marché fait ça, le marché fait ça, le marché fait ça, le marché fait ça, et puis il finit en dessous de 120 et puis on est reparti sur un tour. Dans ce cas-là, eh ben, vous êtes content parce que vous avez votre capital qui s'est un petit peu apprécié, et en plus, le mec qui a fait le pari avec vous a donné 10 balles de plus. Il vous a donné 10 balles pour avoir cette option de racheter votre produit moins cher que le prix auquel il coûte. Son scénario privilégié ne s'est pas produit, et donc il a perdu 10 balles, mais sur le long terme, peut-être qu'un jour il aura un pari gagnant et ce sera cool pour lui. Voilà. Dans ce scénario-là, qui est le scénario que privilégient les gens qui utilisent la stratégie de l'ETH dont on est en train de parler, vous avez le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que votre capital s'apprécie tranquillement, et puis en plus vous pouvez verser, en plus des dividendes, la prime que vous avez reçue. Autre scénario, vous vous retrouvez comme ça dans une situation où bim, 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 le marché monte, le marché monte, le marché monte, et il arrive, disons, à 135, le jour où l'option est exercée. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le gars dit, écoute, c'est cool, j'avais fait un pari avec toi, et donc ça veut dire que tu vas me vendre l'indice à 120, alors qu'aujourd'hui, il coûte 135, et donc dans ce cas-là, le gars est content parce qu'il a dépensé 10 balles, mais il a empoché 15 balles, parce qu'il a la possibilité d'acheter quelque chose pour 120 et de le revendre immédiatement dans la foulée pour 135. C'est ça le mécanisme de base des options, c'est que vous faites des paris avec des personnes. Quand vous vendez un call, eh bien une personne vous achète la possibilité de racheter votre position dans le futur à un prix que vous avez déterminé aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ce genre de scénario? C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Si vous décidez d'acheter ce type de produit, eh bien ça veut dire très concrètement que votre performance est capée à la hausse. C'est-à-dire que vu que vous vendez régulièrement des options pour pouvoir récolter des primes, et si on est dans un marché qui est bullish, vous allez vous faire exercer mois après mois, et donc ça veut dire que alors que le marché vaut 35, la valeur de votre position sera 120, puis le mois d'après, peut-être que vous allez dire je vais monter un petit peu à 125, et puis en fait ça termine à 140, etc. Et donc ça veut dire que sur le long terme, dans un marché haussier, vous allez sous-performer de façon structurelle le marché. Et donc ça veut dire que c'est effectivement une bonne stratégie de rendement, mais si le produit dans lequel vous investissez a une moins bonne performance qu'un bet ETF du SP500, c'est quand même un petit peu dommage, sachant que vous avez en plus des frais qui sont plus importants que quand vous investissez dans le SP500. Vous avez ici des frais de 0,35 à comparer avec les frais de l'ETF du SP500 où vous êtes à 0,07. Vous devez avoir confiance de ce risque. Qui dit stratégie avec des options dit que votre performance à
la hausse est capé, parce que c'est ça qui vous permet d'offrir un haut rendement de distribution, mais ça veut dire qu'en termes d'appréciation du capital, vous êtes perdant par rapport au marché. Par contre, quand vous êtes dans un marché baissier, c'est-à-dire une situation où le marché fait plutôt ça, et ben cet ETF vous permet d'amortir la chute des marchés, parce que vous avez empoché une prime d'une option qui n'a pas été exercée. Ça permet d'amortir un petit peu la baisse que vous mangez. Voilà donc ce que vous devez comprendre si vous avez envie d'investir dans ce type de produit. Donc vous voyez que c'est un produit assez complexe. Moi, ça pourrait m'intéresser. C'est le genre de produit qui pourrait m'intéresser, je pense, certains types d'entrepreneurs qui, comme moi, ont une assez grosse aversion au risque, dans l'idée que comme sur votre revenu actif, vous êtes taxé à peu près à 70%, si vous comptez le fait que vous mangez 20% de TVA sur les services, sur les produits et les services que vous vendez, si vous comptez le fait que quand vous voulez sortir de l'argent, vous mangez charges sociales, charges patronales, ensuite vous mangez un impôt sur le revenu, si vous ajoutez à ça, enfin voilà, toutes les confiscations supplémentaires, en gros un entrepreneur en France est taxé aux alentours de 70%, ça peut être intéressant d'avoir une partie de votre revenu qui est taxé à 30%, mais je pense que c'est également une bonne idée comme un produit dans lequel vous allez investir, avec l'objectif au bout d'un moment de changer de résidence fiscale et de pouvoir être taxé à 0% sur les dividendes que vous recevrez. Là, ça me paraît pas idiot. Il y a une dernière chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que autant un ETF comme le Vanguard, il est dans la sélection principale ETF de DeGiro, c'est-à-dire que vous payez 1 euro de frais quand vous passez un ordre, autant cet ETF JP Morgan, il est un peu plus spécifique, et donc ça veut dire que vous allez payer 3 balles quand vous passez un ordre. Donc pour moi, c'est hors de question de passer un ordre à 100 euros, parce que ça veut dire que vous mangez du 3%. C'est hors de question de passer un ordre à 300 balles, parce que vous mangez du 1%, et 1% de frais, c'est beaucoup trop gros. 600 balles, ça vous fait du 0,5% de frais, et je trouve que c'est trop. Donc en dessous de 1000 balles, moi je passerai pas un ordre sur un produit comme ça, parce que, enfin voilà, pour moi, 0,20% de frais, je suis prêt à l'acheter, parce que 0,20% de frais, c'est moins que les courtiers gratuits. Les courtiers gratuits, en fait, qui vous disent je prends pas de frais, etc., en fait, ils prennent un spread qui est aux alentours de 0,25%, parfois 0,30%, parfois beaucoup plus. Donc je considère que si je paye des frais, ça doit correspondre à quelque chose à moins de 0,20, sinon c'est pas intéressant. Donc un ETF comme ça, je pourrais mettre des cartouches de 1000, 2000 balles dedans, mais voilà, en dessous, je pense que c'est pas hyper intéressant. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un bon courtier, avec le courtier que j'utilise, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Je vous ai publié hier une toute nouvelle vidéo où je vous montre dans quoi j'ai investi, quel a été mon dernier investissement dans mon portefeuille qui bat le Nasdaq. Vous voyez, ça c'est en bleu, c'est la ligne du Nasdaq, ça c'est la ligne de mon portefeuille de stock picking. Et vidéo après vidéo, j'essaie de vous montrer les critères que j'utilise pour choisir mes actions, dans le but que vous ayez une connaissance de l'investissement qui va un peu au-delà du contenu un petit peu brouillon qu'on peut voir ici ou là sur YouTube. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.